savoir. Ce matin, le Collège de France. Quelles conséquences peut-on tirer du théorème d'incomplétude de Gödel? L'esprit humain est-il mécanisable? L'intuition est-elle supérieure à la formalisation? Un esprit fini peut-il concevoir des raisonnements inventifs, des solutions nouvelles et des états mentaux infinis? L'esprit et la matière sont-ils ou non séparables? Le théorème d'incomplétude de Gödel nous permet-il de nous considérer comme supérieurs à la machine, ou la machine peut-elle aller plus loin que l'esprit? L'intelligence artificielle est-elle possible? Tels sont les sujets du désaccord théorique entre Gödel, qui pense que la pensée humaine se développe, et Turing, qui imagina en 1936 une machine capable d'effectuer tous les calculs. Les questions ouvertes par ce cours, consacré par Jacques Bouvresse à Kurt Gödel, mathématiques, logique et philosophie, mettent en place les oppositions les plus brûlantes entre finitistes et infinitistes. En effet, les découvertes de Gödel, qui ont divisé les philosophes et les débats parfois virulents qu'elles suscitèrent, sont encore actuellement à l'ordre du jour. La seule chose dont j'aimerais vous persuader pour l'instant est que ces deux positions philosophiques, le mécanisme et le formalisme, ne sont sûrement pas menacés de façon aussi claire et évidente et irrémédiable qu'on le dit souvent. Et je n'ai évoqué ce problème que pour souligner à quel point la situation en ce qui concerne les conséquences qui peuvent être tirées du théorème de Gödel est paradoxale. J'avais déjà eu l'occasion d'évoquer cet aspect du problème. Un bon nombre de philosophes qui n'ont jamais regardé d'un peu près le théorème en tirent avec assurance des conclusions tout à fait catégoriques concernant, par exemple, la supériorité de l'intuition sur le formalisme ou celle de l'esprit sur la machine. Ce sont les deux questions qui semblent se poser de façon tout à fait directe. Certains ont pensé qu'on pouvait conclure des résultats d'incomplétude de Gödel à la fois à une supériorité définitive de l'intuition sur le formalisme et à une supériorité non moins définitive de l'esprit sur la machine. Et il y a évidemment, on a rattaché également le théorème de Gödel à des questions philosophiques d'un type encore plus général et plus vague, avec lesquelles les résultats de Gödel n'ont en fait la plupart du temps aucun lien réel. Mais dès qu'on consulte les gens qui se sont donné la peine de regarder, qui sont réellement compétents et qui se sont donné la peine de regarder les choses dans le détail, on s'aperçoit qu'ils sont invariablement beaucoup plus prudents et plus hésitants sur les conséquences philosophiques et épistémologiques qu'on peut tirer du théorème. Même si on n'est pas disposé à suivre Webb jusqu'au bout, on est de toute façon obligé de lui donner raison quand il remarque que la tendance courante à considérer l'incomplétude comme donnant raison à ceux qui, comme par exemple Poincaré et Brouwer, ont souligné la primauté de l'intuition, contre ceux qui, comme Hilbert, ont insisté sur l'importance des formalismes, est pour le moins superficielle. Ne serait-ce que pour la raison suivante. Il n'est pas du tout évident que le théorème de Gödel puisse apporter un argument tout à fait décisif en faveur d'une position comme celle qui a été défendue en particulier par Poincaré et Brouwer contre Hilbert. La raison de cela est celle qu'indique Webb. Considérons la croyance de Poincaré selon laquelle la méthode axiomatique, précisément à cause de son inventaire complet des fondations, était une chose avec laquelle on en aurait tout de suite terminé, sans qu'il reste plus rien à faire, et étant incapable de détecter les théorèmes intéressants produits par son énumération mécanique complète, serait inutile pour la recherche et la découverte en arithmétique. Donc l'idée qui est suggérée par Poincaré, c'est que une fois qu'on a complètement axiomatisé une certaine théorie mathématique, il y a un risque de trivialisation évident qui se présente, puisque on peut considérer un système formel qui a été construit pour la représentation d'une théorie mathématique, peut être considéré comme une sorte de machine à dériver des théorèmes qui se trouve en même temps dans une incapacité complète de distinguer les théorèmes intéressants des théorèmes qui sont sans intérêt, voire même complètement triviaux. Donc,
Il se passe effectivement, aux yeux de Poincaré, il y a ce risque que présente la méthode axiomatique en général, c'est-à-dire qu'elle risque de rendre les mathématiques extrêmement peu intéressantes, et en tout cas, elle risque de se révéler complètement inutile, et même de constituer un handicap du point de vue de la recherche, pour ce qui concerne la recherche et la découverte en mathématiques. On peut arguer, dit Webb, que c'est justement le contraire qui s'est révélé être vrai. Le théorème d'incomplétude montre que dès que nous avons achevé une spécification d'un formalisme pour l'arithmétique, nous pouvons, en réfléchissant sur ce formalisme, le Wechselspiel de Hilbert, donc ce que Hilbert appelle l'alternance, entre l'aspect formel et l'aspect informel. Bon, je vous indiquerai dans un instant ce qu'il comprend exactement par là. Donc, nous pouvons, d'après Hilbert, en réfléchissant sur le formalisme, découvrir une nouvelle vérité de l'arithmétique qui n'aurait pas pu être découverte en travaillant dans ce formalisme, mais, et c'est le point qu'on oublie habituellement, qui probablement n'aurait pas pu être découverte indépendamment du travail effectué avec ce formalisme. Donc le théorème d'incomplétude de Gödel représente une vérité à laquelle certes on n'aurait pas pu accéder en restant à l'intérieur du formalisme, puisqu'elle n'est ni démontrable, la proposition indécidable de Gödel n'est ni démontrable ni réfutable dans le formalisme, mais il est tout aussi important de remarquer que cette vérité n'aurait pas pu non plus être découverte indépendamment, enfin probablement n'aurait pas pu être découverte indépendamment du travail effectué avec ce formalisme, et plus précisément sur ce formalisme. La signification même de l'incomplétude d'un formalisme est qu'il peut être utilisé effectivement pour découvrir de nouvelles vérités qui sont inaccessibles à son mécanisme de démonstration, mais ces vérités nouvelles étaient probablement impossibles à découvrir par une autre méthode quelconque. C'est un excellent résumé de la situation. Comment découvrirait-on la vérité, entre guillemets, de la proposition gödelienne, autrement qu'en utilisant un formalisme de façon métamathématique? Nous avons là non seulement la découverte d'une façon nouvelle d'utiliser un formalisme, mais une démonstration de l'indispensabilité éternelle du formalisme pour la découverte de nouvelles vérités mathématiques. Ce qui veut dire, on peut conclure que certes l'intuition est indispensable, mais à bien des égards, le formalisme ne l'est pas moins, et c'est une des premières choses qui résulte précisément du résultat de Gödel. Il y a des vérités mathématiques que les formalismes laissent échapper, c'est tout à fait certain, mais si par hasard on renonçait à utiliser toute espèce de formalisme, il y a également des vérités mathématiques que l'on se priverait de la possibilité de connaître. On est donc obligé, semble-t-il, au minimum de conclure que si le formalisme a besoin d'intuition, il peut y avoir aussi des cas dans lesquels l'intuition a absolument besoin du formalisme. Et je pense que c'est un point que Gödel aurait été probablement le premier à souligner. Webb remarque que le théorème de Gödel jette également un doute sur une autre idée essentielle qu'avait Poincaré, qui est que l'induction mathématique constitue la méthode de démonstration fondamentale pour la raison qu'elle est le seul instrument qui nous permette de passer du fini à l'infini. Et effectivement, Poincaré a défendu l'idée que c'est le principe d'induction mathématique, ce qu'on appelle le principe d'induction complète, le principe d'induction mathématique qui fait la différence entre le cas de la logique qui, aux yeux de Poincaré, est une discipline tout à fait triviale, qui ne peut au fond faire que produire que des tautologies, c'est le risque de trivialisation que j'évoquais il y a un instant. Donc il y a une différence fondamentale entre la logique et les mathématiques, en tout cas entre la logique et déjà l'arithmétique. Et en quoi consiste cette différence? Elle repose aux yeux de Poincaré essentiellement sur le principe d'induction mathématique, dont Poincaré dit il pourrait être considéré comme un principe qui est véritablement synthétique a priori au sens kantien, et c'est ce principe d'induction mathématique qui est responsable de la fécondité des mathématiques par opposition à la stérilité de la logique. Or, le résultat de Gödel montre qu'étant donné une codification quelconque de la méthode utilisée pour démontrer par induction des propositions universelles concernant tous les nombres entiers, nous pouvons découvrir effectivement une proposition universelle pour tout x a d'x qui n'est pas démontrable à l'aide de nos inductions codifiées. C'est une fois qu'on a codifié un certain type d'induction dans un système formel, on s'aperçoit en utilisant on découvre en utilisant la procédure de Gödel on découvre la possibilité de parvenir à une proposition universelle de la forme pour tout x a d'x,
qui n'est pas démontrable à l'aide des inductions qui ont été codifiées dans le système, mais peut être reconnue comme vraie seulement par une méthode complètement nouvelle et différente, à savoir la diagonalisation métamathématique. Il faut se souvenir ici évidemment que la proposition indécidable de Gödel est une proposition universelle du type pour tout x ad x, telle que pour chacun de ces cas particuliers A de n, une démonstration de A de n peut être donnée dans le système, mais la proposition universelle pour tout x ad x elle-même n'est pas démontrable, ni d'ailleurs non plus réfutable dans le système. Et sa vérité ne peut être établie que par un argument diagonal autoréférentiel. Et évidemment, il a la possibilité d'interpréter ça comme ayant pour effet de relativiser quelque peu la position de Poincaré concernant le fait que l'induction mathématique devrait être considérée comme la méthode de démonstration fondamentale en mathématiques. Ce qui apparaît, si vous voulez, pourrait être compris, ce qui apparaît à la faveur des résultats d'incomplétude de Gödel pourrait être compris comme la mise en évidence d'une certaine insuffisance ou impuissance de l'induction mathématique elle-même. Alors, un des passages les plus éclairants de Hilbert sur les interactions qui ont lieu en mathématiques entre le formalisme et l'intuition se trouve dans un texte de 1923 qui s'intitule Die logischen Grundlagen der Mathematik, donc les fondements logiques des mathématiques. Alors Hilbert, vous allez voir à quel point les idées, ce que pensait réellement Hilbert est différent d'eux et éloigné des idées simplistes qu'on lui attribue, voire même tout à fait frustes qu'on lui attribue la plupart du temps. Alors voici ce que dit Hilbert à propos des relations qui existent à l'intérieur du domaine des mathématiques elles-mêmes entre les mathématiques formalisées et la métamathématique. À la mathématique proprement dite, formalisée de la façon indiquée, s'ajoute une mathématique qui est, dans une certaine mesure nouvelle, une métamathématique. Donc Hilbert explique qu'on va ajouter à la mathématique du premier niveau, après l'avoir formalisée de façon appropriée, une mathématique de niveau supérieur, appelée métamathématique, qui est, dit-il, nécessaire pour garantir la sécurité de la première. Donc une des tâches de la métamathématique est, entre autres choses, d'essayer de nous fournir une garantie suffisante en ce qui concerne la sécurité de la mathématique elle-même. Et bien sûr, pour obtenir ce genre de garantie, il y a un instrument qui joue un rôle crucial, c'est la démonstration de non-contradiction. Donc, à la mathématique proprement dite, formalisée de la façon indiquée, s'ajoute une mathématique qui est dans une certaine mesure une métamathématique, qui est nécessaire pour garantir la sécurité de la première. Alors cette deuxième mathématique est une mathématique dans laquelle, par opposition au mode d'inférence purement formel des mathématiques proprement dites, formalisées encore une fois, donc dans cette mathématique de niveau supérieur, la métamathématique s'applique, dit-il, le raisonnement contentuel, inhaltlich, donc c'est une mathématique qui va redevenir contentuelle, une mathématique à contenu, mais uniquement pour la démonstration de la non-contradiction des axiomes, qui est encore une fois l'objectif principal qui est poursuivi dans la construction de la métamathématique. Dans cette métamathématique, on opère avec les démonstrations des mathématiques proprement dites, et celles-ci forment elles-mêmes l'objet de la recherche contentuelle. Donc ce sont les démonstrations, considérées comme des objets formels, qui deviennent les objets proprement dits de cette mathématique de deuxième niveau, qui est encore une fois donc une mathématique qui procède de façon contentuelle. C'est de cette façon que s'effectue le développement de la science mathématique prise comme un tout dans une alternance constante. C'est là que vous voyez apparaître ce concept du Wechselspiel qu'évoquait Webb. Il y a d'après Hilbert, donc une alternance constante entre ces deux niveaux, de deux façons, par, dit-il, l'obtention de nouvelles formules démontrables à partir des axiomes, à l'aide du raisonnement formel, donc d'un côté, partant à l'intérieur du système formel que l'on a construit pour représenter telle ou telle partie des mathématiques, on va continuer à dériver des théorèmes à partir des axiomes par l'application de procédures purement formelles. Et puis d'un autre côté, il y a une procédure que Hilbert décrit comme consistant dans, je cite, l'adjonction de nouveaux axiomes à laquelle s'ajoute une démonstration de non-contradiction à l'aide du raisonnement contentuel. Donc vous voyez qu'il est complètement ridicule de s'imaginer que Hilbert
aurait pu être tenté de quelque façon que ce soit de croire que l'essentiel et même la totalité du travail des mathématiciens consiste à construire un système formel et deuxièmement à dériver de façon purement formelle des théorèmes nouveaux à partir des axiomes du système en question. Il a toujours été parfaitement conscient et il a été le premier à insister sur le fait qu'il faut au minimum distinguer ces deux niveaux, donc le niveau de la mathématique formelle et le niveau métamathématique. Et au niveau, un des aspects essentiels, celui du travail effectué au niveau métamathématique et si vous voulez, l'activité qui consiste à ajouter de nouveaux axiomes, en tout cas à essayer de nouveaux axiomes et à s'efforcer d'établir la non-contradiction du nouveau système d'axiomes que l'on a obtenu. Alors, Hilbert dit encore ceci, les axiomes et les propositions démontrables, c'est-à-dire les formules qui viennent au jour dans cette alternance, donc l'alternance entre la mathématique et la métamathématique, les axiomes et les propositions démontrables, c'est-à-dire les formules qui viennent au jour dans cette alternance, sont les images des pensées qui constituent la façon de procéder habituelle des mathématiques jusqu'à présent, mais ils ne sont pas eux-mêmes les vérités au sens absolu. Il faut plutôt considérer comme étant les vérités absolues les connaissances intuitives, Einsichten, ou si vous préférez tout simplement les vues, il faut plutôt considérer comme étant les vérités absolues les connaissances intuitives qui sont fournies par ma théorie de la démonstration relativement à la démontrabilité et à la non-contradiction des systèmes de formules en question. Donc vous voyez que Hilbert suggère ici qu'au fond, si on se demande quelles sont en mathématiques si on peut dire les véritables vérités absolues, les vérités absolues au sens propre du terme, ce sont, dit-il, les vérités qui sont fournies non pas au niveau de la mathématique formelle, mais bel et bien au niveau de la théorie de la démonstration. Et ce sont des vérités qui ont trait à la démontrabilité et à la non-contradiction des systèmes de formules. Vous voyez par conséquent parfaitement que la conception défendue par Hilbert est, contrairement à la façon dont on la présente souvent, tout sauf simpliste et réductionniste. Il distingue clairement dans la pratique mathématique trois aspects ou trois niveaux qui sont tous les trois indispensables et qui sont liés entre eux de façon indissoluble. Le progrès des mathématiques prises comme un tout ne pouvant résulter que des échanges constants qui ont lieu entre ces trois niveaux. Alors, les trois niveaux qu'on peut distinguer sont premièrement le niveau des mathématiques intuitives, c'est-à-dire des mathématiques telles qu'elles se présentent dans la pratique ordinaire du mathématicien. Et il faut noter qu'à ce niveau-là, les signes mathématiques, c'est Hilbert lui-même qui le souligne, les signes mathématiques sont évidemment représentatifs, ils représentent, comme tout le monde le croit, et a raison de le croire, des idées mathématiques, donc ça c'est le premier niveau, celui des mathématiques intuitives. Le deuxième niveau est celui des mathématiques formalisées, qui résulte de la construction de systèmes de formules qui constituent une image formelle des objets, des idées et des procédures qui entrent en jeu dans les mathématiques au sens 1, c'est-à-dire dans les mathématiques intuitives. Et puis enfin, il y a un troisième niveau qui est celui de la métamathématique, c'est-à-dire des mathématiques à nouveau intuitives et contentuelles qui prennent pour objet les mathématiques au deuxième sens et le font essentiellement dans le but de démontrer leur non-contradiction. Bien entendu, la notion de démontrabilité formelle est une notion qui va se trouver affectée d'une certaine relativité. Elle n'est définie que par rapport à un formalisme qui doit être spécifié. Donc démontrable dans l'absolu ne veut pas dire grand-chose, même si à la fin de sa vie, Gödel s'est intéressé à l'idée à la possibilité de définir quelque chose comme un concept, de concevoir en tout cas quelque chose comme un concept de démonstration absolue, en tout cas en ce qui concerne la démonstrabilité formelle, proprement dite. La démonstrabilité formelle est une notion éminemment relative, elle n'a de sens que relativement à un système déterminé. Si par conséquent on cherche à identifier la vérité mathématique à la démontrabilité formelle, on risque d'être confronté à l'obligation de la relativiser. Vrai risque en effet de vouloir dire démontrable, et en ce sens-là vrai, mais vrai dans un système formel particulier. Hilbert, comme on le voit dans l'extrait que je vous ai cité, souligne que les vérités mathématiques absolues, s'il y en a, ne peuvent être que celles qui sont établies dans la théorie de la démonstration
à propos de choses comme la démontrabilité dans les systèmes du deuxième niveau ou à propos de leur non-contradiction. Alors c'est une conception qui n'est évidemment pas du tout satisfaisante pour quelqu'un comme Gödel qui pense qu'il y a bel et bien des vérités mathématiques au sens le plus ordinaire qui sont absolument vraies. Donc c'est une conception donc qui est insatisfaisante aux yeux de Gödel, qui soulève par ailleurs de nombreuses difficultés, mais malheureusement je ne pense pas que j'aurai l'occasion de m'attarder beaucoup plus sur ce problème. Ce qu'il faut remarquer en tout cas, qui est peut-être plus intéressant, c'est que le cas de la géométrie semble poser un problème sensiblement différent de celui de l'arithmétique. Poincaré a critiqué l'approche purement logique de la géométrie qui est adoptée par Hilbert. C'est celle que Hilbert adopte dans les fameux fondements de la géométrie, donc de 1899. Et Poincaré s'est montré très critique en ce qui concerne cette entreprise, pour des raisons qui ont un rapport tout à fait direct avec le risque de trivialisation que j'évoquais il y a un instant. Or, comme le remarque Webb, il y a probablement des raisons de se demander si un être humain comprend réellement quelque chose de plus qu'une machine à la sémantique, entre guillemets, de symboles mathématiques, comme par exemple le symbole 8 représenté par une suite de 8 bâtons, ou le symbole arithmétique 23 817 156. Alors la question que se pose Webb, c'est qu'est-ce qui nous permet d'être certain que, en ce qui concerne la sémantique de symboles de cette sorte, nous en savons tellement plus qu'une machine. Est-ce que nous pouvons être si certains que cela qu'il y a dans la sémantique de symboles de cette sorte qu'il y a dans cette sémantique des éléments qui sont dont une machine est incapable d'acquérir la maîtrise, que nous sommes capables de maîtriser nous, mais qu'une machine, pour sa part, n'est probablement pas capable de maîtriser. Alors il n'est pas évident que la réponse à cette question devait être positive, c'est-à-dire il ne va pas de soi donc que nous disposions d'un accès particulier à la sémantique, entre guillemets, de symboles de cette sorte, dont une machine serait par essence privée. Mais la compréhension du symbolisme de la géométrie soulève un problème qui est à première vue bien différent. Pouvons-nous espérer réussir à analyser notre intuition géométrique avec suffisamment de clarté et de distinction pour que cela permette de programmer des machines capables de l'utiliser pleinement? Et là, il semble y avoir une différence assez sensible entre les deux cas. S'il s'agit donc d'acquérir une maîtrise convenable de l'utilisation de symboles, comme par exemple des suites de bâtons utilisés pour représenter les nombres, il n'y a pas tellement de raison, semble-t-il, d'estimer que nous jouissons de façon définitive d'une supériorité par rapport à la machine. En revanche, dans quelle mesure une machine est-elle capable d'acquérir une maîtrise suffisante de notre intuition géométrique pour devenir capable de simuler complètement ce que nous sommes capables de faire en géométrie? Là, la réponse est évidemment beaucoup plus difficile à apporter. Et Webb conclut son livre sur cette question en disant ceci: je crois que, je vous ai reproduit, me semble-t-il, une citation, je crois que le test ultime de l'intelligence artificielle, au moins dans le cas des mathématiques, viendra dans cette arène géométrique qui exige l'usage coordonné à la fois des capacités perceptives et des capacités cognitives des machines, par opposition à l'arène relativement désolée dans laquelle les machines ont besoin uniquement de penser. Bon, ça c'est un fait bien connu que finalement les vraies difficultés, c'est pas tellement de programmer des machines capables de simuler certaines de nos activités les plus abstraites, c'est beaucoup plus difficile de programmer des machines capables de simuler efficacement des activités intellectuelles qui mettent en jeu les facultés perceptives. Et naturellement, de ce point de vue-là, qui mettent en jeu donc de façon directe les activités perceptives. Et de ce point de vue-là, il semble y avoir une différence sensible. En tout cas, il y a, semble-t-il, des raisons de s'attendre à ce qu'il y ait une différence sensible entre ce dont les machines sont capables, quand on leur demande de démontrer des théorèmes arithmétiques, par exemple, et ce dont elles sont capables quand il s'agit de simuler nos activités géométriques. Alors, en ce qui concerne les effets que le théorème de Gödel a eu sur la question non plus seulement du mécanisme mais du formalisme, on peut remarquer que, je crois que j'y avais déjà insisté, que comme
l'a souligné notamment Kreisel, Gödel, dans sa façon de procéder, voulait d'abord rendre ses résultats irréprochables aux yeux des représentants des conceptions théoriques les plus menacées par eux, en particulier le formalisme. Et il a, pour cette raison, exprimé ses résultats dans leur langage, celui des formalistes, et à l'aide de leurs concepts qu'ils maîtrisaient parfaitement. Mais il leur a laissé, d'une certaine façon, aux formalistes, il leur a laissé le soin d'en tirer eux-mêmes les conclusions qui s'imposaient. Il me semble important de remarquer cependant qu'il n'y a pas lieu de chercher une trace quelconque d'hypocrisie ou de double langage dans la référence dont Gödel continue à faire preuve de façon générale envers le programme de Hilbert, même après le coup sérieux que semblent lui avoir porté ses résultats. Vous voyez par exemple ce qu'il dit dans une lettre à Constance Reed, la biographe de Hilbert. Je crois que j'avais déjà eu l'occasion de la citer, cette déclaration de Gödel l'année dernière, ou il y a 2 ans. En ce qui concerne mes résultats négatifs, je verrai en premier lieu leur importance, abstraction faite des conséquences philosophiques que j'ai mentionnées auparavant, dans le fait que dans bien des cas, ils permettent de juger ou de conjecturer si une partie déterminée du programme de Hilbert peut être exécutée sur la base de présuppositions métamathématiques données. Vous voyez à quel point Gödel s'exprime exprime une opinion modérée, extrêmement modeste sur les faits, le genre d'effets que ces résultats sont susceptibles d'avoir sur le programme de Hilbert. Il ne dit pas du tout que le programme devient du même coup, le programme dans son ensemble devient du même coup irréalisable et par conséquent caduc. Il dit que ces résultats permettent de se faire une idée beaucoup plus exacte de ce qu'on peut faire, enfin si vous voulez, des parties du programme de Hilbert qui restent exécutables et du prix à payer pour ce faire, c'est-à-dire du genre de présuppositions métamathématiques qu'il faut être prêt à accepter si on veut pouvoir réaliser telle ou telle partie problématique du programme de Hilbert. Mais encore une fois, il ne dit jamais lui-même que la conclusion, la seule conclusion raisonnable qui doit être tirée de ces résultats d'incomplétude est l'abandon, est quelque chose comme un abandon pur et simple du programme de Hilbert. Le théorème d'incomplétude de 1931 est certainement un des résultats les plus fameux et peut-être même le résultat le plus fameux de toute l'histoire de la logique. Popper, dans un article de 1980, a écrit ceci, je cite, « Le travail sur les propositions indécidables fut ressenti comme un tremblement de terre, en particulier également par Carnap. » Il faut remarquer cependant que le résultat n'était pas tout à fait inattendu pour Carnap, puisqu'il avait été tenu directement au courant par Gödel de l'état de ses recherches. Je vais donner une certaine idée de ce qu'avait été leur relation. Donc il avait été tenu au courant directement de l'état des recherches de Gödel et il a surmonté assez rapidement l'effet de surprise que le théorème de Gödel pouvait produire sur lui, et il a également résolu assez rapidement le problème qu'il pouvait sembler poser pour ses propres conceptions. Bon, comme je me suis attardé un peu là-dessus, je n'y reviens pas. Pas non plus d'ailleurs sur la question de savoir si Carnap a réussi à produire une réponse véritablement satisfaisante à la difficulté que semblait plus que sérieuse que pouvait sembler représenter pour lui le résultat de Gödel. La solution que Carnap a trouvée est exposée dans la syntaxe logique du langage qui a été publiée en 1934. Alors von Neumann, à l'occasion de la remise du prix Einstein que Gödel a partagé en 1951 avec Julian Schwinger, von Neumann a dit que, je cite, « Ce que Gödel a réalisé dans la logique moderne est singulier et monumental. En fait, c'est plus qu'un monument, c'est un point de repère qui restera visible dans l'espace et dans le temps. » C'est un extrait d'un article qui a été publié dans le New York Times le 15 mars 1951. Encore une fois, à l'occasion donc de la remise du prix Einstein à Gödel. Une chose peut-être encore plus significative est le fait que dans une lettre à Bruno Kreisky, donc au chancelier Kreisky, du 25 octobre 1965, Oskar Morgenstern est allé jusqu'à suggérer que dans l'histoire de l'université de Vienne, il n'y avait probablement pas eu de personnalité dont le renom surpasse celui de Gödel. Je cite ce qu'a dit Morgenstern, « Il n'y a sans doute dans toute l'histoire de l'université de Vienne personne qui y a enseigné, dont le rayonnement surpasse celui de Gödel,
Et je trouve par conséquent très regrettable que l'Autriche, jusqu'à présent, ne se soit souvenue en aucune façon de son grand-fils. Le professeur Gödel aura bientôt 60 ans, il avait 59 ans, donc en 1965, pardon. Le professeur Gödel aura bientôt 60 ans, et il me semble important qu'un signe de reconnaissance de sa valeur lui parvienne enfin de Vienne. Voilà le passage de Morgenstern. Alors, comme vous le savez, Gödel ne s'est jamais réconcilié avec l'Autriche, il n'a jamais accepté d'y revenir, donc il est parti, si je me souviens bien, en 1940, il n'a jamais voulu remettre les pieds en Autriche en donnant pour cela toutes sortes de raisons quelquefois bonnes et dans certains cas nettement moins bonnes, mais il a été victime en fait d'une ignorance à peu près, qui a été à peu près systématique de la part de l'Autriche d'une bonne partie de quelques-uns de ce qu'avait pu faire de plus remarquable certains de ses plus illustres représentants entre les deux guerres, en particulier tout ce qui se rattache au cercle de Vienne lui-même, en y incluant en l'occurrence Gödel, quelque chose qui avait fini par être oublié presque complètement. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que aussi retentissant et révolutionnaire qu'aient été les résultats de Gödel, et quelle qu'ait pu être la force des préjugés et des illusions qui le ruinaient, on peut dire qu'ils ont été acceptés assez rapidement et sans véritable résistance, même s'ils ont donné lieu, comme c'était inévitable, à un certain nombre de mésinterprétations. Et de fait, Gödel, évidemment, de son côté, a toujours insisté sur le fait que notre époque était victime de préjugés absolument énormes. Bon, j'ai évoqué au début de cette séance ce qu'il dit sur le préjugé, à propos du préjugé mécaniste, mais il y a un bon nombre d'autres préjugés qu'il considère comme tout à fait caractéristiques de notre époque. Et il avait donc, il était un peu obsédé par l'idée que ces résultats, en tout cas peut-être pas ces résultats eux-mêmes considérés du point de vue technique, c'est-à-dire du point de vue proprement mathématique, mais considérés du point de vue des implications philosophiques et épistémologiques qui doivent en être tirées, il était convaincu a priori donc que la réception de ces résultats se heurterait à des difficultés énormes à cause des préjugés dont il faudrait triompher, et en réalité ces résistances ne sont pas véritablement manifestées. Les résultats de Gödel ont été acceptés assez rapidement et même assez facilement, et ils ont été en particulier, c'est intéressant à noter, presque immédiatement acceptés et intégrés par les représentants de l'école formaliste, qui étaient justement les premiers qui auraient pu se sentir en grande difficulté. Autrement dit, le cataclysme que l'on pouvait escompter ne s'est pas produit, et les objections que Gödel semblait craindre ne se sont pas matérialisées. Une des découvertes les plus profondes de l'histoire de la logique et des mathématiques, la plus importante même, selon certains, pour ce qui concerne la logique depuis Aristote, cette découverte a donc été assimilée presque immédiatement par les contemporains, ce qui est suffisamment rare pour mériter d'être noté. En ce qui concerne les faits que les résultats de Gödel ont eus sur la suite des événements, on peut remarquer qu'ils n'ont pas du tout entraîné la ruine complète du programme de Hilbert, mais plutôt incité ses défenseurs à reformuler le programme d'une façon qui tienne compte des impossibilités formulées par Gödel dans le cadre d'une conception libéralisée du formalisme. Autrement dit, bien que le théorème de Gödel apporte incontestablement de l'eau au moulin des intuitionnistes, qui l'ont accueilli pour leur part sans surprise, et qu'il ait entraîné un regain d'intérêt pour leurs idées, il n'a, comme je l'ai dit, pas conduit cependant à une adoption générale des idées de Brouwer. Alors évidemment, encore une fois, le résultat était très bien accueilli par les intuitionnistes, mais il l'a été effectivement sans surprise, parce qu'ils avaient toujours considéré comme absurde l'idée que les mathématiques puissent être représentées adéquatement à l'intérieur d'un système formel donné. Donc l'incomplétude, la démonstration de l'incomplétude de Gödel ne les a surpris en aucune façon, et ils ont eu tendance à considérer le résultat comme plus ou moins trivial, donc comme allant de soi, c'est-à-dire comme correspondant exactement à ce à quoi on pouvait s'attendre. Mais malgré ça, donc les conséquences des résultats de Gödel n'ont pas conduit à un renforcement de la position des intuitionnistes, de Brouwer, des intuitionnistes en général. Et c'est ce que constate von Eichenort dans l'article qu'il a fait sur
sur le théorème de Gödel dans l'encyclopédie de philosophie de Paul Edwards. Je vous ai traduit un petit extrait. Le climat des recherches sur les démonstrations infinies et les systèmes semi-formels reste beaucoup plus proche de celui de l'école de Hilbert que de celui de l'intuitionnisme. Surtout, on dit même les gens qui s'intéressent donc à des choses comme les démonstrations infinies et les systèmes semi-formels sont des gens qui font ce genre de choses dans un esprit qui reste plus proche, même nettement plus proche de celui de l'école de Hilbert que de celui de l'intuitionnisme. L'effet du théorème de Gödel sur les fondements des mathématiques a été non pas tant une adoption directe des idées intuitionnistes qu'une réinterprétation de certaines de ces idées en termes semi-formalistes. Fin de citation. Alors, je vais laisser de côté ces questions, cette question en tout cas de la relation la question de la relation du théorème de Gödel avec la question du mécanisme pour la retrouver en fait sous une forme un petit peu différente à travers une réflexion sur les conséquences philosophiques du théorème de Gödel sur laquelle je voudrais m'attarder un petit peu. Il s'agit donc des suggestions contenues dans un article fameux de Michael Domet qui s'appelle La signification philosophique du théorème de Gödel. Et comme vous allez le voir, d'ailleurs, on retrouve justement cette question, la question de savoir dans quelle mesure les résultats d'incomplétude de Gödel sont susceptibles de donner raison, d'une part, à ceux qui affirment la supériorité intrinsèque de l'intuition sur le formalisme, et d'autre part, à ceux qui, ce sont le plus souvent les mêmes d'ailleurs, qui affirment la supériorité intrinsèque de l'esprit sur la machine. Alors, il se trouve qu'en 1963, Michael Domet a publié un article qui est devenu entre-temps plus ou moins classique et qui a été souvent discuté, donc un article qui s'intitulait The Philosophical Significance of Gödel's Theorem, donc la signification philosophique du théorème de Gödel. Il est reproduit donc dans un recueil de Domet, le recueil intitulé Truth and Other Enigmas, la vérité et d'autres énigmes, qui a été publié par Duckworth en 1978. Alors, la meilleure façon de comprendre ce que Domet cherchait à faire dans cet article est probablement de lire ce qu'il en dit bien après, donc en 1994, dans sa réponse à un commentaire de Crispin Wright sur l'article en question. Alors, Wright lui a adressé un certain nombre d'objections auxquelles il va répondre notamment ceci. Ma cible principale, que Wright ne mentionne pas, était l'idée, peut-être beaucoup moins populaire à présent que quand j'ai écrit l'article, que notre compréhension du concept de nombre naturel consiste dans une appréhension mentale interne du modèle standard, entre guillemets, qui, cela résulte du théorème de Gödel, ne peut pas être complètement articulé par une théorie formelle quelconque. Donc l'idée à laquelle il entendait s'attaquer dans cet article de 1978, l'idée à laquelle donc l'article de 1963 reproduit dans le recueil de 1978, l'article à laquelle il entendait s'attaquer est une idée effectivement qui était extrêmement répandue et même je crois tout à fait dominante. C'était l'idée que nous avons une compréhension du concept de nombre naturel, donc une compréhension intuitive dont une machine est tout à fait incapable, et c'est ce qui donne lieu à... c'est de là que viennent donc les phénomènes d'incomplétude que Gödel a mis en évidence. Nous avons donc une compréhension du concept de nombre naturel qui consiste dans notre capacité d'appréhender mentalement, de façon directe, ce qu'on appelle le modèle standard, et cette... le standard pour le système formel qui a été construit en vue de représenter l'univers des nombres naturels. Donc nous avons une compréhension du modèle standard dont une machine est incapable pour la raison que cette compréhension mentale interne, comme l'appelle cette appréhension mentale interne, comme l'appelle Domet, que nous avons, ne peut pas être complètement articulée par une théorie formelle quelconque. Si au contraire, elle consiste dans notre maîtrise de l'usage des propositions concernant les nombres naturels, alors, si le concept est un concept déterminé, la partie de notre usage de propositions de cette sorte qui se rattache à la capacité de reconnaître la vérité de proposition de la théorie des nombres devrait être capable d'être enfermée dans une théorie formelle. Le théorème de Gödel montre que ce n'est pas le cas
Le problème était d'expliquer ce fait sans abandonner le principe selon lequel une compréhension de la signification est une maîtrise de l'usage et sans retomber sur un recours à la notion illégitime d'un modèle considéré comme une chose qui est appréhendée par l'intuition interne indépendamment des caractérisations verbales. Donc, vous voyez en quoi consiste le problème. Le problème, c'est que il y a une conséquence qui semble devoir être tirée, qu'on a souvent tirée du théorème de Gödel, qui est que nous disposons d'un accès à ce qu'on appelle le modèle standard de l'arithmétique formelle, c'est-à-dire le système des nombres naturels, un système qui contient tous les nombres naturels et seulement les nombres naturels, à l'exclusion de tout élément étranger, puisque les modèles non standards contiennent des éléments étrangers, des intrus, comme les appelle les Dekind, si je me souviens bien. Donc nous sommes supposés avoir un accès direct à ce modèle standard dont une machine est incapable, pour la raison, encore une fois, qu'aucune théorie formelle ne peut représenter complètement, de façon complète et adéquate, le modèle en question. Et puis, en même temps, mais évidemment ces deux choses ne sont pas indépendantes l'une de l'autre, en même temps nous sommes supposés être capables de reconnaître la vérité d'une certaine proposition que la théorie formelle ne parvient pas à décider. Alors ça pose un problème à admettre, c'est que ça a l'air d'être en contradiction directe avec un principe, ce qu'on peut même considérer, je crois, comme le principe fondamental de sa théorie sémantique, à savoir que la signification ne peut pas transcender l'usage. Autrement dit, y a-t-il ou non la possibilité d'utiliser le théorème de Gödel comme un argument en faveur de l'idée que la signification peut, dans certains cas, transcender l'usage. Alors, la réponse que Domel donne à cette question, il ne cède rigoureusement rien sur ce qui lui tient à cœur, et voici ce qu'il dit donc au sujet de l'objectif qu'il avait poursuivi dans son article de 1963. Ma solution, dit-il, consistait à nier que le concept de nombre naturel soit complètement déterminé. Au contraire, il est affecté d'un certain type de vague. Donc il va répondre que, contrairement à ce qu'on pourrions nous imaginer que la différence d'une machine, alors une machine, si vous voulez, c'est en fait l'équivalent d'un système formel. Un système formel, on peut se représenter ça comme un dispositif relativement maladroit et grossier, affecté intrinsèquement d'une forme d'impuissance qui n'est pas capable de déterminer rigoureusement et complètement le concept de nombre naturel, alors que nous sommes capables de le faire. Nous savons parfaitement ce qu'est un nombre naturel, nous savons ce qui est et ce qui n'est pas un nombre naturel. Mais une machine, et c'est une des choses au fond que Gödel semble avoir démontré, au lieu de machine, vous pouvez mettre système formel, puisque ça revient au même. Donc une machine ou un système formel sont incapables de faire ce genre de choses. Or, Demet répond que même pour nous en fait, le concept de nombre naturel n'est pas un concept complètement déterminé. Demet va expliquer que ce concept de nombre naturel est au contraire affecté d'un certain type de vague. Mais il faut s'entendre sur le genre de vague dont il s'agit exactement. Et comme on va le voir, il distingue deux espèces de vagues qui sont fondamentalement différentes. Cette espèce de vague, dit-il, qui affecte le concept de nombre naturel, cette espèce de vague impliquait la notion d'extensibilité indéfinie. Donc il s'agit, le concept de nombre naturel apparaît comme un concept indéfiniment extensible. C'est un des résultats, c'est une des conséquences que même, d'après Demet, on doit tirer du résultat de Gödel. Donc cette espèce de vague impliquait la notion d'extensibilité indéfinie. Je n'ai pas considéré que le concept de nombre naturel était lui-même indéfiniment extensible, comme un finitiste pourrait le faire, ni qu'il avait la propriété inverse d'être indéfiniment rétrécible. Ce qui était indéfiniment extensible était plutôt la notion de raison permettant d'asserter quelque chose à propos de tous les nombres naturels. Autrement dit, c'est pas le concept lui-même, pour être tout à fait rigoureux, pour être tout à fait exact, qui est indéfiniment extensible. Le vague dont ce concept est affecté consiste dans une certaine indétermination concernant les critères à utiliser pour décider si une propriété appartient ou non à tous les nombres naturels. Autrement dit, il y a deux espèces de vagues possibles, deux endroits où le vague pourrait intervenir et affecter le concept de nombre naturel. Il se pourrait par exemple que nous ayons qu'il y a des difficultés pour déterminer si un objet donné est ou non, constitue ou non un nombre naturel. Ça, c'est la première espèce de vague, la plus courante, celle à laquelle on pense spontanément. Puis il y a une deuxième espèce de vague
qui a trait à un problème différent, c'est-à-dire une deuxième espèce de vague qui a trait à la façon dont, disons, aux critères que nous pouvons utiliser pour décider dans quel cas une propriété donnée appartient à tous les nombres naturels. Un concept, dit Domet, ne doit pas, ai-je soutenu, être caractérisé uniquement par le critère qui gouverne son application, autrement dit qui permet de juger si un objet qui nous est présenté tombe sous lui, ça c'est la première espèce de vague, mais également par le critère qui permet de dire si une chose est vraie de tout objet qui tombe sous lui. Donc ça c'est la deuxième espèce de vague. Wright se demande si l'extensibilité indéfinie est une espèce de vague, mais je crois que c'est uniquement une question de terminologie. J'ai indiqué tout à fait clairement qu'un concept indéfiniment extensible peut avoir un critère d'application parfaitement déterminé, de sorte qu'il n'y a pas de cas marginaux, comme avec les espèces plus familières de vagues. Donc vous voyez, c'est tout à fait clair, vous pouvez avoir un concept qui est parfaitement déterminé, en ce sens qu'il n'y a jamais d'hésitation quand il s'agit de décider si il s'applique ou non à un objet donné. Dans le cas qui nous intéresse à un nombre naturel, il se peut très bien que notre concept de nombre naturel soit tel que nous n'hésitons, nous n'avons jamais aucune hésitation quand il s'agit de reconnaître si un objet, un candidat quelconque, peut ou non être considéré comme un nombre naturel, mais ça n'empêche pas ce concept, tout en étant parfaitement déterminé, dans ce sens-là, dans le sens que je viens d'indiquer, d'être en même temps indéfiniment extensif, c'est-à-dire tel que nous pouvons être confrontés à chaque instant à la possibilité d'introduire des raisons nouvelles, jusqu'à présent inconnues, de considérer et des moyens nouveaux de décider si une propriété donnée appartient ou non à tous les nombres naturels. Vous voyez qu'il s'agit d'une distinction qui, dans une argumentation comme celle de Domet, est tout à fait cruciale. Gödel a démontré que dans tout système formel correct, pour l'arithmétique élémentaire, on peut formuler un énoncé U qui est exprimable dans le système, mais n'y est pas démontrable, et qui est cependant non seulement vrai, mais capable d'être reconnu comme vrai par nous. Cet énoncé est un énoncé universel, comme je l'ai indiqué, comme je l'ai rappelé il y a un instant, est un énoncé de la forme pour tout x ad x constituant un prédicat décidable. Si maintenant n est le signe numérique qui représente le nombre naturel n dans le système, il faudrait l'écrire sous la forme n surbarré, ça correspond à ce que dans les bains anglo-saxons on appelle un numéral, un nom de nombre ou un signe numérique. Donc si n surbarré est le signe numérique qui représente le nombre naturel n dans le système, donc a de n surbarré est démontrable quel que soit le nombre naturel n considéré. C'est que chaque cas particulier, si vous voulez pour dire les choses de façon schématique, chaque cas particulier de la formule a d'x est démontrable, mais la formule universelle pour tout x a d'x n'est ni démontrable, cette formule-là donc n'est pour sa part ni démontrable ni réfutable. Domet, dans son article de 1963, entendait réagir contre une façon très répandue, mais qu'il jugeait insatisfaisante de se représenter la situation. Quelle était cette façon, elle est encore d'ailleurs largement, quelle était cette façon de se représenter la situation? La plupart du temps, on raisonne de la manière suivante. Puisque la proposition gödelienne grand U n'est ni démontrable ni réfutable, il doit y avoir des modèles du système dans lesquels elle est vraie et des modèles dans lesquels elle est fausse. Par conséquent, puisque grand U n'est pas vrai dans tous les modèles du système, quand nous disons que nous la reconnaissons comme vraie, nous voulons dire qu'elle est vraie dans le modèle du système que l'on a en vue. C'est le modèle auquel on pense, le modèle qu'on a en tête et celui en vue duquel on a construit le système. Nous devons par conséquent, semble-t-il, avoir une idée tout à fait déterminée du genre de structure mathématique auquel nous songeons quand nous parlons des nombres naturels. Et c'est en nous référant à la conception intuitive que nous avons de cette structure que nous reconnaissons comme vraie la proposition que le système, pour sa part, ne parvient pas à décider. Nous parvenons à la décider, encore une fois, parce que nous disposons d'une appréhension intuitive directe du modèle standard, que nous sommes capables d'exclure immédiatement les éléments étrangers qui n'ont rien à y faire. Alors cette conception intuitive que nous sommes supposés avoir ne peut justement pas être caractérisée complètement à l'aide d'un système formel quelconque. C'est-à-dire, je cite Domet, c'est-à-dire d'une stipulation quelconque, finiment énonçable, de l'ensemble des énoncés concernant les nombres naturels que nous sommes préparés à asserter.
C'est ce que Dometh dit dans son premier article, donc la signification philosophique du théorème de Gödel, page 186. Alors ce qui semble résulter de cela est que le sens que nous donnons à l'expression nombre naturel, qui nous permet de reconnaître que tout modèle dans lequel la proposition indécidable de Gödel est fausse contient des éléments qui ne sont pas des nombres naturels. Donc c'est ce sens que nous donnons à l'expression nombre naturel renferme un ingrédient dont il n'est pas possible de rendre compte par une spécification des énoncés arithmétiques que nous sommes préparés à asserter et des formes d'inférence que nous sommes préparés à accepter dans l'arithmétique. Autrement dit, Gödel, le théorème de Gödel, semble constituer une réfutation du principe selon lequel la signification ne peut pas transcender l'usage. Ça résulte du fait que, selon l'expression de Dometh, il est impossible de caractériser notre conception, la conception intuitive que nous avons de ce qui constitue un nombre naturel et de ce qui constitue le système des nombres naturels. Donc cette conception ne peut pas être représentée à l'aide de, je cite à nouveau les termes de Dometh, d'une stipulation quelconque finiment énonçable de l'ensemble des énoncés concernant les nombres naturels que nous sommes préparés à asserter. Et en ce sens-là, donc, on est tenté de conclure, on se sentirait même obligé de conclure que le théorème de Gödel constitue une réfutation du principe selon lequel la signification ne peut pas transcender l'usage. Donc, encore, si vous voulez, il y a quelque chose dans la conception que nous avons du modèle standard qui ne peut pas être représenté dans l'usage que nous faisons, que nous sommes amenés à faire des propositions concernant les nombres naturels. Or, Dometh souligne que même dans le cas d'une totalité finie, et a fortiori dans celui d'une totalité infinie, la conception que nous avons de cette totalité n'est pas caractérisée complètement par la manière dont un objet est reconnu comme appartenant à la totalité en question. Car il est possible que nous donnions à l'expression nombre naturel une signification tout à fait déterminée, en ce sens qu'elle nous permet de décider dans tous les cas, sans aucune difficulté, si un objet donné est ou non un nombre naturel, et il est donc tout à fait possible que cette signification soit tout à fait déterminée et qu'elle ne soit cependant pas suffisante pour déterminer si quelque chose constitue ou non une raison d'asserter qu'une certaine propriété appartient à tous les nombres naturels. Encore une fois, il y a donc deux espèces d'indétermination, ou si l'on veut bien utiliser ce terme de vague, qui doivent être distingués. Il y a le vague concernant la décision à prendre à propos d'un objet déterminé, et ce nom un nombre naturel, et puis le vague concernant la question de savoir si une chose constitue ou non une raison suffisante d'affirmer qu'une certaine propriété appartient à tous les objets de la totalité concernée, en l'occurrence à tous les nombres naturels.